Bonjour, où est-ce que je peux acheter le calendrier de l'Avent, Jean-Baptiste Boursier? C'est magnifique. Non, mais je vous assure. Oh là là, toujours plus loin, toujours plus haut la matinale. Merci les amis, à lundi. Allez, c'est maintenant l'heure dans toute liberté sur LCI. 1 heure de décryptage des débats sans tabou et sans langue de bois. On sort en toute liberté, on est ensemble jusqu'à 10h. Ça n'arrive qu'en France. En France, on soigne tout sauf notre système de soins. Verte comme l'espoir, sortie en 98, l'année où Zidane marquait de la tête. La carte vitale devait révolutionner la santé. 25 ans plus tard, elle incarne surtout notre talent singulier pour transformer chaque progrès en paperasse. On a inventé l'intelligence artificielle, les voitures autonomes et les sextos géolocalisés, mais on n'a pas trouvé le moyen de vérifier que celui qui présente la carte vitale est bien son propriétaire. La France est le seul pays où on peut se faire opérer de la hanche avec la carte de sa tante, où on peut consulter 3 fois pour la même angine et où certains transports médicaux ont plus de kilomètres au compteur que les coureurs du Tour de France. Comment un pays qui prétend être une puissance numérique gère encore des millions de feuilles de soins papier? Les médecins tamponnent, les caisses trient, la sécu paye et la dette s'enflamme. On débat passionnément du reste à charge, mais grand Dieu, on oublie que le vrai gouffre, c'est la gestion archaïque, lente et poreuse. On pourrait en rire si le déficit ne dépassait pas 23 milliards. Alors bien sûr, dès qu'on parle de numériser, certains crient au flicage. Et pourtant, numériser le suivi des soins, croiser les données, repérer les abus, c'est pas traquer les Français. C'est simplement soigner la Sécu avant qu'elle passe elle-même en soins intensifs. Il suffirait d'un peu de courage politique pour que la carte vitale porte enfin bien son nom. Ça n'arrive qu'en France. Et voilà. Après ce magnifique générique, on se retrouve pour ce dernier jour de la semaine avec Queen Elisabeth Martichoux, éditorialiste. Hello. Bonjour à tous. Comment ça va, Elisabeth? Très joli, c'est rayures, c'est magnifique, ça vous va comme un gant. Merci. Guillaume Audat, grand reporter évidemment. Un petit nouveau dans la bande, Antoine Oberdorf. Vous êtes journaliste au service politique de l'opinion. Et avec moi aussi, Kathleen Tayeb, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate pénaliste, membre de l'antenne des mineurs du barreau de Paris. Oui. Et on a vraiment besoin de vous pour comprendre cette histoire. On va attendre Alexandra Guillet, enfin on va pas l'attendre, mais vous savez que Alexandra Guillet... bonjour Alexandra, venez, mieux vaut tard que jamais, venez donc, du service police-justice TF1 LCI. Vous avez consulté le rapport sur la mort d'Elias, et c'est un rapport qui est accablant pour la justice, Alexandra. Est-ce que vous pouvez bien nous redonner ce qui s'est passé, je crois que c'était le 24 janvier, et puis surtout, qu'est-ce que ce rapport écrit noir sur blanc, les défaillances d'un système ? Oui, effectivement, c'était le 24 janvier dernier, peu avant 20h. Elias, 14 ans, sortait de son entraînement de football dans le 14e arrondissement. Il s'apprêtait à rentrer chez lui quand 2 individus, 2 mineurs de 16 et 17 ans, en fait, les ont pris à partie, réclament son portable et, en fait, le frappent d'un coup de machette, le frappent mortellement. Notamment. Ouais, donc, que dit ce rapport? Parce que ces mineurs-là, en fait, la mère d'Elias dit d'ailleurs une phrase assez juste. Elle dit Elias était au bon endroit au bon moment puisqu'il sortait d'un entraînement de sport. Ceux qui ont tué notre enfant, eux, n'avaient pas à être là, Alexandre. Oui, et depuis sa mort, en fait, sa mère est convaincue que la mort de son fils aurait pu être évité. Pourquoi ? Parce que ces 2 jeunes, en fait, étaient déjà connus des services de police et de justice. En février dernier, Gérald Darmanin a commandé donc un rapport à l'inspection générale de la justice qui a été rendu il y a quelques jours. Et effectivement, ce rapport, il pointe de nombreuses lacunes importantes dans la préparation et la prise en charge éducative ordonnée par la justice des 2 mineurs qui sont mis en examen donc dans cette affaire, en cause notamment des moyens insuffisants et des défaillances dans l'administration de la justice, avec notamment des services judiciaires chroniquement surchargés, des audiences reportées à plusieurs reprises, des interdictions d'entrée en contact qui n'ont pas été respectées, ou encore des mesures éducatives peu ou pas appliquées, faute d'éducateurs disponibles. Pour les auteurs de ce rapport, dans ce contexte, en fait, les interventions de l'autorité judiciaire et des services éducatifs qui en découlent, apparaissent morcelées ou peu lisibles pour les mineurs concernés, et la mission qui révèle aussi un manque d'explication face aux questions et aux attentes de réponse des proches de la victime, et qui formule donc des recommandations comme des axes de
d'amélioration, si on veut dire, du fonctionnement de la justice. Mais ce que vous décrivez, Alexandra, c'est un enchaînement de signaux d'alerte ignorés, d'ordonnances non appliquées, d'adolescents sans suivi véritable. Maître Taïeb, vous travaillez chaque jour dans cette justice des mineurs. Qu'est-ce que cette affaire révèle, selon vous, du système lui-même? C'est une question de moyens ou de responsabilité, ou finalement des deux en réalité? Moi, j'ai lu ce rapport. Je l'ai lu avec attention. Il est très frappant, ce rapport. Il est frappant, mais il ne dit rien de nouveau. Pardonnez-moi. Il ne dit rien de nouveau que ce qu'on dit, nous, depuis très longtemps, avocats de mineurs, avocats membres de l'antenne, membres du personnel judiciaire et auxiliaires de justice. Il n'y a rien de nouveau dans ce rapport. Et donc, il pointe... Pour moi, de manière. Oui, mais là, on parle. Vous le savez. Oui. Mais nous, c'est déjà de la justice. Quand on avait découvert l'affaire, on avait été frappé du fait, par exemple, c'était évident, ça, la mesure d'éloignement des deux agresseurs n'avait pas été respectée. Ils habitaient dans le même bâtiment. C'est une interdiction de contact. Interdiction de contact. Et alors, ce qu'on lit dans le rapport, c'est que eux-mêmes avaient dit, attendez, ça va pas être possible, on habite au même endroit. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Et dans ce cas-là, c'est vrai que c'était. C'est inaudible. Les yeux. C'était inaudible. Je suis pas responsable de l'état de la justice. Non, mais nous, on a été sidérés. Mais je comprends que vous soyez sidérés. Et nous aussi. Et en fait, il y a un problème. Pour répondre à votre question, pour moi, le problème principal est un problème de moyens. Parce qu'en réalité, l'arsenal judiciaire pour les mineurs, il a été maintes fois remanié. Et il est valable, et il est viable, et il est correct. Je veux dire, il n'est pas laxiste. Il y a de quoi faire pour eux. Vous êtes sûr qu'il n'est pas laxiste? Parce que même Gabriel Attal avait tenté de proposer une nouvelle loi sur la justice des mineurs, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel en août dernier. Oui, pourquoi ? Parce que les mesures certaines étaient jugées inconstitutionnelles, comme notamment la comparution immédiate pour les mineurs, comme d'autres faits. Pourquoi ? Parce qu'on a un socle constitutionnel qui pose le principe de la justice des mineurs, par exemple, avec un principe de l'éducatif sur le répressif, ce qui est normal. Mais c'est peut-être un peu vieillot, ça va changer. Ça. Alors attendez. Oui, allez-y. C'est pas vieillot, c'est pas un enfant reste un enfant de 0 à 18 ans avec des considérations neuropsychologiques, neuropsychiques, il y a des considérations qu'on doit prendre pour un enfant qu'on ne doit pas prendre pour un adulte. Est-ce que les mineurs et les adolescents en particulier de 2025 ne sont pas nécessairement ceux de 1945? Alors on sait qu'effectivement il y a c'est d'ailleurs un problème en soi, il y a eu une quarantaine de réformes de la justice des mineurs depuis 1945. C'est beaucoup trop. Simplement, est-ce que l'ultra-violence qui s'empare d'une partie de la jeunesse, avec des violents bandes organisées, des faits de violence commis de plus en plus jeunes, des ports d'armes blanches, ne doivent pas nous amener à remanier nos dispositifs? La police judiciaire, la PJJ elle-même n'est peut-être pas un peu dépassée? En fait, moi, ce que je vous dis, c'est simplement l'appliquer. Le problème ici, c'est que ce n'est pas appliqué. On avait des mesures. Est-ce que c'est un problème de moyens seulement? Bien sûr, parce qu'on a des éducateurs. C'est un problème d'appréciation. C'est un problème, à mon sens, de moyens. Je le constate tous les jours dans un tribunal. Quand on a des renvois pour surcharge du rôle, c'est ce qui est dit dans ce rapport, parce qu'on a des dizaines d'audiences en une journée qui ne peuvent pas être préparées, qui ne peuvent pas être instruites correctement, avec des mesures qui ne sont pas lisibles, qui ensuite, quand elles sont prononcées, ne peuvent pas être mises à l'exécution totalement des mesures éducatives provisoires, ce qui avait été le cas dans le cas des affaires ce qui est normal, ce qui est la protection judiciaire de la jeunesse, si la PJJ qui est en charge de ces contrôles, d'accompagner ces jeunes, de savoir où ils se trouvent au quotidien, à quoi ressemble leur vie, si ces gens sont dépassés, est-ce que notamment, vous avez certains de vos collègues magistrats qui disent qu'aujourd'hui, il est en l'état actuel du droit, quasi impossible de prononcer des peines d'enfermement, de prison dans des établissements spécifiques à l'égard des mineurs. Ça concerne environ 300 mineurs. Oui, j'ai des mineurs. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'opter pour des peines courtes qui auraient une vertu éducative? C'était notamment une proposition qui était poussée par Bruno Retailleau, mais pas seulement, certains magistrats, comme votre consoeur Brugère notamment. Vice-procureur. Pour cela, il faudrait démontrer que la peine de détention est effective et qu'elle a effectivement un effet sur l'absence de récidive, par exemple, ou sur la réinsertion. Je vais vous poser une question. Vous êtes avocate, vous n'êtes pas magistrate. Laurence Bonhomme, qui est donc la maman d'Elias, elle est médecin. Et elle dit, moi, face à mes patients, je rends compte de mes décisions, je les explique. Bien sûr. Okay, à 2 reprises dans cette histoire, ou même à 3, le juge des enfants refuse le contrôle judiciaire qui est demandé par le procureur. À quel moment, à votre avis, le magistrat doit lui aussi, à un moment donné, assumer une forme de responsabilité dans la prise de décision? Parce qu'il est là le point quand même. Alors ça aussi.
aussi évidemment que la justice est humaine, elle est rendue par des magistrats, il y a des avis qui sont contradictoires. Ici, évidemment, il y avait un contrôle judiciaire requis avec finalement qui n'a pas été mis en place. J'ai lu, mais le juge l'a refusé. Le juge l'a refusé, mais bien sûr, le juge l'a refusé. Je ne suis pas garante des décisions d'un juge. Elles doivent être motivées dans le jugement. J'ai lu que ça avait été le cas parce qu'ils ont considéré qu'il y avait des regrets exprimés par les mineurs et qu'il était considéré que cette mesure-là était suffisante. Il y avait c'était son premier déferment pour une série de faits. Voilà. C'était la première fois qu'il était vraiment confronté. Il y a une gradation aussi des mesures dans la justice des mineurs. Non, mais 19 infractions, maître. Est-ce que vous dites que tout a été bien fait? Est-ce que vous dites que tout a été bien fait? Parce que c'est un peu ce qu'on entend. Ah non, pas du tout. De votre part. Non, moi ce que je dis, c'est que ça fait longtemps qu'on pointe ces défaillances qui ont l'air de sortir pour la première fois. Oui, mais est-ce que ça n'est qu'une question de moyens? Dans le fond, est-ce que c'est pas aussi une question? Vous voulez me faire dire, effectivement, ce juge, cette décision, par exemple, pour prendre une mesure d'éloignement, enfin pas d'éloignement, d'accord, d'interdiction de contact entre deux mineurs qui habitent dans la même résidence ou qui, par exemple, vont fréquenter le même collège, c'est une aberration. Eh ben, elle vient d'où l'aberration? L'aberration, elle vient notamment du fait que, par exemple, là j'ai vu que c'était une des recommandations que dans le RRSE, donc le recueil de renseignements socio-éducatifs qui doit être remis, eh bien il faut préciser notamment ces éléments-là, mais nous parfois on les pointe, ces questions-là dans une audience. Vous demandez à mon client de ne pas entrer en contact avec son voisin. Comment on fait? Et alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben c'est un problème effectivement là ici de mise en place des décisions et de Maintenant, prise en considération de la réalité. Si le juge décide d'éloigner les deux l'interdiction accusés, de contact, c'est pas une mesure d'éloignement. Non, mais justement, est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'ils prennent, sachant qu'ils habitaient dans le même immeuble, une mesure d'éloignement? Mais ça, alors elles sont pas forcément c'est un peu les questions à mettre en place parce qu'on a des enfants qui peuvent être scolarisés, on a des réalités. Et donc, comprenez, maître, on a un sentiment parfois, et je l'ai en vous écoutant, et je l'avais en écoutant la maire du 14e arrondissement au moment des faits. On a parfois un sentiment un peu de fatalité. C'est-à-dire que moi, ce stade Jules Noël dans le 14e arrondissement, je le connais. Je le connais très bien. Et si vous voulez, quand la maire du 14e arrondissement vous dit « Mes propres enfants ont été l'objet à plusieurs reprises de raquettes », oui, c'est vrai, on le sait. On le sait. Et donc, à chaque fois, si vous voulez qu'il y a des faits de cette nature qui sont commis, il y a cette phrase lancinante qui revient. Ah oui, tout le monde savait. Non, mais surtout, c'est ce que disait Gabriel Attal. On peut plus considérer, on peut plus gouverner un pays comme qui est plus dans le même état qu'en 1945. Vous dites, c'est des enfants jusqu'à 18 ans, il faut privilégier l'éducatif depuis. C'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Bien sûr. C'est la Constitution bien sûr. qui le dit et le Conseil constitutionnel a retenu. Tout ça va très mal finir parce que les Français ne supportent plus du tout, en fait, ce genre de discours. En réalité, il s'agit déjà, d'une très infime portion de mineurs, quand même. Il y a oui, mais il y a un mort là. Oui, mais bien sûr qu'il y a un mort, mais il y en avait aussi en 1900. Mais je suis d'accord, c'est un drame. Attention, je suis pas en train de vous dire, je défends aussi des familles. Non, bien entendu, mais c'est un drame. Tout le monde s'accorde pour le dire. La question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et la question, c'est que c'est aussi facile de réécrire l'histoire a posteriori quand on sait que c'est arrivé. Tout à fait. Ici, ce qui a été dit dans ce rapport et quand tous les professionnels ont été interrogés, c'est que rien ne permettait de dire que ces deux mineurs-là étaient plus dangereux que d'autres. C'est-à-dire que c'est gay. Mais une succession de faits, de violences, mais bien sûr. Et des violences qui commencent pour ces deux mineurs. Pas d'autres mineurs qui étaient également à ce moment-là par la justice. Mais sont des violences qui commencent pour ces deux mineurs qui agissent en duo dès l'âge de 12 à 13 ans. Au moment des faits, ils ont 16 et 17 ans. C'est-à-dire qu'il y a un parcours judiciaire émaillé de violences qui a 5 ans. Donc c'est à minima le constat qu'on peut faire, celui d'une justice qui est désorganisée, débordée, jusqu'à l'aveuglement. Et peut-être la question qu'on peut vous poser, le droit, c'est pas une matière inamovible. Non, ça peut bouger. C'est au contact de la réalité. Bien sûr, elle bouge beaucoup. Elle a bougé beaucoup. On a un code de justice pénale des mineurs depuis septembre 2021 qui a précisément fait une réforme en profondeur de la justice pénale des mineurs pour qu'il y ait des réponses plus rapides. Parce qu'on s'était rendu compte effectivement qu'il y avait là vraiment quelque chose de grave, c'est-à-dire que on avait des réponses pénales à 2 ans après les faits pour un mineur qui est enfin, vous voyez, ça c'était un problème de prise en charge. Ici, malheureusement, comment on explique que des audiences qui doivent tenir dans les 3 mois se tiennent finalement 7 mois plus tard? On se réfugie beaucoup derrière ce manque de moyens, mais quand même. Non, mais pardonnez-moi, c'est une réalité. Il y a 1000 mineurs à l'échelle de l'Île-de-France qui doivent faire l'objet de ce type de contrôle par. Antoine, ça va être la conclusion. Donc vous répondez, Kathleen, s'il vous plaît. 1000 potentiels mineurs qui sont sujets à ce type de passage à l'acte. Oui. Et s'ils errent dans la nature et que la PJJ est débordée, s'ils passent à l'acte, ça sera extrêmement mal vécu. Alors, qu'est-ce que vous proposez? De mettre le paquet sur les centres éducatifs fermés. Les centres éducatifs fermés, ils sont déjà... Qui ne soient pas des passoires, qui soient bien fermés. Alors, ils sont fermés, moi je peux vous le dire. Il y en a beaucoup qui sont fermés, très fermés.
pour avoir des mineurs dedans, pour les avoir visités personnellement, je ne sais pas si c'est votre cas, ils sont fermés. Oui. Ils sont fermés. Par contre, effectivement, ils sont débordés. Contrairement ils sont pleins. Donc, la réalité, c'est ça aussi. Et il n'y a aucune... Moi, j'ai des mineurs qui ont été en centre éducatif fermé, qui ont été parfaitement réinsérés derrière. J'en ai d'autres qui n'ont jamais été en prison et qui ont parfaitement été réinsérés derrière. Et j'en ai qui ont été en détention et qui n'ont pas du tout été réinsérés derrière. La réalité, c'est que la justice des mineurs demande un suivi sur mesure qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir en ce moment en raison de moyens, avec des éducateurs PJJ qui ont plus de 25 enfants de suivi, qui voient une fois tous les 2 mois. Ce n'est pas un suivi éducatif. Merci beaucoup, Kathleen Tayeb. Alors, on vient de parler de la justice qui manque de moyens et parfois de volonté. Et on va parler de l'hôpital public. C'est pas loin aussi. Allez, à la une numéro 2. Merci Alexandra, merci madame, merci beaucoup Alexandra. Non, tout va bien. Martin Blachier, venez, apparaissez sur le plateau, c'est merveilleux cette gymnastique en toute liberté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, on vous connaît parce qu'on vous a vu pas mal au moment du Covid, vous êtes épidémiologiste et vous êtes l'auteur du livre Les 12 travaux d'Hippocrate. Alors hier on s'est penché sur l'école, n'est-ce pas Guillaume ? Et ça valait son pesant de cacahuètes. Aujourd'hui on se penche, je pense, sur l'hôpital, c'est pas beaucoup mieux. On va en parler tout de suite avec vous. J'avais une question pour vous deux, mais en fait je vais vous la poser après. On va déjà faire le diagnostic. Alors regardez, on accroche sur l'actu de la semaine. Cette semaine, CHU de Caen, depuis lundi, le CHU ne peut plus accueillir d'internes, faute de médecins encadrants. On écoute Déborah Lelièvre, aide-soignante et secrétaire générale de la CGT au CHU de Caen. On voit bien que la situation est dramatique au niveau national et du fait de manque de moyens donnés par les pouvoirs publics. On voit bien que le PLFSS là, de prévu réduit encore le budget et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et ça, on le dénonce quand même depuis plusieurs années. Alors pour finir sur ce dossier, 40% des postes de praticiens hospitaliers sont vacants dans certains services d'urgence. Vous dites, Martin Blachier, que le système est trop centralisé, trop lourd, trop cher, parfois même injuste, on va en parler. Vous dites qu'il faut refonder le contrat social autour de la santé, sortir du réflexe du tout gratuit. Ça va pas faire que des joyeux, ça. Non, mais je pense que c'est l'avenir que j'essaie de dessiner avec le plus objectif possible. La santé, dans l'avenir, coûtera de plus en plus cher. Pour 2 raisons. Une raison de démographie, donc la population vieillit, et surtout en raison du progrès. Il y a quelques secteurs de l'économie qui vont croître. Il y a les énergies, il y a les systèmes d'information et il y a la santé. Pourquoi ? C'est parce que c'est des endroits dans lesquels il y a beaucoup de progrès. On peut offrir des solutions thérapeutiques à des gens à qui on ne pouvait pas en offrir avant. Et le problème, c'est que tout ça doit être financé avec un budget qui est soit stable, soit qui est en décroissance. Donc on voit bien qu'il y a une équation qui est totalement impossible. Et le choix implicite qui a été fait par la France jusqu'à aujourd'hui, c'est de tirer les prix toujours vers le bas et de mettre le système toujours plus sous tension. Donc forcément, au bout d'un moment, c'est comme une cocotte minute, ça explose. Donc il faut accepter que ça va coûter plus cher. Le problème, c'est que la France n'a plus de sous dans la sécurité sociale pour payer cette chose qui, naturellement, va coûter de plus en plus cher. Donc il faut se mettre autour de la table et décider comment on paye la santé dans le monde de demain. Qu'est-ce qu'on paye collectivement et qu'est-ce qu'on va pas pouvoir payer collectivement, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'argent. Alors, page 109, je me suis demandé s'il y avait une coquille, parce que je me suis dit, aujourd'hui, la machine s'emballe, la France consacre 11,6% de son PIB à la santé contre 5% en 70. Absolument. Le budget donc de la santé... on a augmenté et on est 10 fois moins bien soigné. Enfin, je veux dire, quand on arrive aux urgences... C'est la qualité. En fait, la qualité est la variable d'ajustement du système de santé. Comme je vous dis, c'est linéaire, la progression des dépenses de santé en France et partout dans le monde. Et ça va continuer d'augmenter. Probablement, ce sera 20% dans 15-20 ans. C'est la condition humaine qui veut ça. C'est un des secteurs qui va coûter de plus en plus cher. Si vous refusez de mettre plus d'argent, au bout d'un moment, vous tirez les prix vers le bas. Donc, vous demandez aux médecins libéraux de consulter plus en moins de temps. Vous demandez à l'hôpital de faire plus avec moins de ressources. Et vous bloquez l'innovation qui est accessible partout dans le monde et vous la refusez en France. C'est la seule méthode pour rester à 12% du PIB, faire la santé à tout le monde gratuite et suivre cette mouvance de l'innovation. Alors, faire la santé tout le monde gratuite, vous dites, peut-on encore tout rembourser tout le temps pour tout le monde, ou faut-il redéfinir les frontières de la solidarité et admettre qu'un système soutenable passe aussi par un peu de responsabilité individuelle ? J'ai l'impression que c'est pas le cas en France. Non, pas du tout. En France, on refuse d'accepter qu'il y a une part qui peut être collective et qu'il y a une part qui peut être plus individuelle. Pourtant, c'est la seule solution. Donc je pense que c'est les pistes qui sont avancées dans le PLFSS, mais comme on a refusé de dire la vérité aux Français
que on pouvait pas tout financer et donner accès à tout gratuitement, vu l'évolution des progrès en médecine, et ben dans ce cas-là, en fait, les gens sont bloqués et on n'arrive pas finalement à construire les bases d'un système pérenne et sain pour les années à venir. Ça serait quoi les bases d'un système pérenne et sain ? Les bases d'un système pérenne et sain, c'est se dire, bon, combien on consacre à la sécurité sociale en restant sur le modèle qu'on a, c'est-à-dire accès à un panier de soins qui soit jugé peut-être essentiel. Et à ce moment-là, ça, c'est remboursé avec ou sans tiers payant. Moi, je suis pas tout à fait fan de la totale gratuité. Et puis après, on accepte qu'il y ait un progrès médical qui puisse pas rentrer dans ce panier de soins et on invente un système pour le financer. Il y a des milliers de façons de financer ce surplus ne rentre pas dans la solidarité. Moi, je suis absolument maintenant convaincue que l'universalité, ça n'est plus possible. Et donc, je pense qu'il faut payer, c'est simple, il faut payer en fonction de ses moyens. Alors on va dire mais c'est nos non, quand on peut on doit payer. L'Assemblée s'oppose à une augmentation de la franchise sur les boîtes de médicaments de 2 à 4 euros et des consultations de 1 à 2 euros et des consultations de 2 à 4. Ben pardon, pour des gens comme nous, c'est évident qu'on doit payer davantage pour des boîtes de médicaments. Et c'était évident que quand on va acheter sa boîte d'aspirine, on pourrait payer davantage. Et c'est évident que ceux qui ne le peuvent pas, eux, ils doivent bénéficier effectivement de la protection nationale. Et donc que ça ne paye pas. Mais en revanche, qu'ils aient une petite feuille, quand on leur donne leurs médicaments ou leurs soins gratuits, qui leur disent combien ça coûte à la collectivité. On n'en peut plus de cette gratuité qui déresponsabilise. Donc, il ne faut pas enlever des aides à ceux qui en ont besoin. Il faut leur montrer à quel point la collectivité contribue à leur non pas à leur confort, mais à leur santé. C'est un dû auquel on veut bien contribuer quand on a plus de revenus et faire payer ceux qui le peuvent. Ça n'est pas possible. Pardon. Moi, j'ai une petite. Mais allez-y. Moi, j'ai raconté mon témoignage aussi. 4 maternités, 0 à l'hôpital. Est-ce que c'est normal? Mais je veux dire, moi, je trouve ça absolument anormal. Elisabeth, j'aurais dû payer les 4 fois. Ma mère, je l'ai emmenée se faire changer l'aorte. D'accord? Elle a une aorte en plastique. Une greffe d'aorte. Vous vous rendez compte, déjà techniquement, la prouesse, enfin bon. Elle est restée à l'hôpital très longtemps, soignée par les meilleurs médecins de Paris. Je suis descendue au POMA, ce qu'on appelle là où on doit payer. Je me disais, je vais quand même m'en prendre pour un certain truc. On peut banquer, 23 euros. 23 euros pour un truc. J'ai déjà dit sur ce plateau, aux États-Unis, je n'aurais pas pu sauver ma mère. Alors, c'est pas ce qu'on souhaite non plus. Oui. Et dernière chose. Mais justement, il y a sans doute et autre question, c'est où passe l'argent? 110 milliards les établissements de santé dans le PLFSS. Où passe l'argent? Est-ce qu'il y a une espèce d'état profond propre aux hôpitaux qui fait que ça part dans des dépenses? Alors ça, c'est la bureaucratie. Pour répondre à ça, je pense qu'il faut faire attention à ce genre de discours parce que c'est la pensée magique de l'administration, de la technocratie et du discours politique. C'est de dire, il ne faut pas se poser cette question-là puisque de toute façon, il y a des gains d'efficience à faire sur le système. Je pense que oui, il y a des gains d'efficience à faire, mais de toute façon... C'est quoi des gains d'efficience? C'est-à-dire, exactement, c'est pas assez efficace. De toute façon, l'hôpital maintenant est géré par des bureaucrates, par des technocrates. Non, mais l'hôpital est suroptimisé depuis de nombreuses années. Donc ce qu'on peut gratter encore sur l'efficacité, c'est très peu en réalité. Donc on se cache en fait la réalité. La réalité, c'est exactement ce qui vient d'être dit, c'est qu'il va falloir laisser le progrès arriver en France, parce que pour l'instant il est bloqué par l'administration qui ne peut plus le payer, donc préfère essayer de le bloquer aux frontières et trouver un moyen de le payer. Sinon c'est quoi ? Sinon, ça va être de la santé low cost pour tout le monde. C'est comme ça que le système... mais c'est toujours comme ça que ça finit, en fait. C'est comme l'école, c'est l'école low cost pour tout le monde. Mais Martin Blachier, moi, je voudrais revenir sur le titre de votre ouvrage que je trouve vraiment significatif. Les 12 travaux d'Hippocrate. Donc, le serment d'Hippocrate, c'est vraiment le respect de la vie des patients. Et les 12 travaux d'Hercule, c'est par définition des travaux surhumains, voire impossible. Vous avez commencé par les CHU de Caen, de Toulouse. CHU, il y a il y a des gens, des internes qui vous disent mais je suis incapable de traiter 15 patients graves en même temps. J'ai peur, et on entendait la voix trembler, de prendre la mauvaise décision qui porte préjudice à mon patient. CHU de Toulouse, on commence à faire du tri de patients. Comme en chirurgie de guerre, comme en zone de guerre, où j'ai plusieurs fois vu ce qu'était le tri de patients, ou comme d'ailleurs au Bataclan récemment, et on va commémorer les attentats du 13 novembre. Vous êtes médecin, vous écrivez les 12 travaux d'Hippocrate, et donc d'Hercule. Impossible, inhumain. Qu'est-ce que vous préconisez? Comment est-ce qu'on fait pour régler cette situation vraiment, très concrètement?
Moi, je pense qu'il faut mettre des ressources dans le système de santé, mais je pense que le système tel qu'il est conçu aujourd'hui entraîne une dégradation de la qualité et met les soignants et les patients dans une situation dangereuse. Et c'est exactement ce que vous décrivez pour le CHU, c'est-à-dire que en fait, la sécurité sociale et le ministère de la Santé sont tenus par des gens qui n'ont qu'un objectif, c'est de faire des économies. Donc de faire toujours plus avec moins. Et attendez, on en a besoin d'économies. Ça a tiré pendant des années, sauf que là maintenant, il faut remettre les choses à plat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on paye, qu'est-ce qu'on peut payer, et ce qu'on ne peut pas payer. Quand vous avez un patient en face de vous, ce que vous voulez lui donner, c'est la meilleure solution pour son mais si on est très pratique, ce que vous pouvez simplement lui payer, vous ne dites pas ça, je peux pas vous le donner parce que de toute façon la collectivité a décidé qu'elle ne pouvait pas le payer. Si on est très pratique, c'est pas la bonne manière de raisonner. Ça dépasse un peu le cadre de l'hôpital, mais enfin les remboursements des lunettes en France, ils sont complètement déments. Enfin, je veux dire, vous avez une paire à 200 balles, vous êtes quasiment remboursé de la paire. Il y avait une ministre qui avait dit ça. D'ailleurs, on n'est pas là pour payer des paires Chanel et tout. Elle s'était pris un truc dans la tête. Mais enfin, quand même, il y a des trucs qu'on fait. Il y a des arbitrages à faire sur ce qui doit être payé par la collectivité, je le redis, et ce qui doit être payé par les gens. Et les gens doivent s'habituer à l'idée que sans doute ils vont devoir payer pour leur vieux jour, mais ils vont aussi devoir payer pour leur santé parce que l'équation, elle est inévitable. Et pour leur éducation. Ou alors ils acceptent d'avoir accès à un soin qui est un niveau de soins de pays du tiers-monde. Antoine ? Moi, je suis effaré de voir qu'en ce moment, en débat à l'Assemblée nationale du budget de la sécurité sociale, on a des députés qui, au fond, raisonnent, et comme des comptables. Il y a notamment cet objectif national de dépenses de l'assurance maladie, le fameux ONDAM, fléché vers l'hôpital. Et la seule question est de savoir si on va passer de 111 à 112 milliards. Les socialistes auront arraché comme ça 1 milliard de plus. Je ne sais pas quels bénéfices en tireront. Et les soignants et leurs patients. Mais c'est à peu près à ça que ça se limite. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, pour aller dans le sens de ce qu'il disait Elisabeth, comme on bute sur la question des franchises médicales, qui est visiblement irritante pour toute une partie de la population, est-ce que l'idée qui avait été mise sur la table par l'ancien patron de la PHP, Martin Hirsch, d'un bouclier sanitaire qui, au fond, conditionnerait les remboursements à un certain niveau de revenus pour les assurés sociaux et pour les assurés sociaux qui ont le meilleur niveau de revenus, accepterait que le reste à charge soit modulé. Est-ce que cette idée-là peut nous permettre de sortir par le haut, peut-être ? Et l'autre question aussi, quand même, c'est pourquoi y a-t-il un recours croissant dans l'hôpital public, notamment aux vacataires ? Parce que l'hôpital public, on gère la pénurie, il y a des lits qui ferment, mais parallèlement à ça, on recourt à des vacataires, comme vous faisiez le parallèle avec l'éducation nationale, on recourt à des contractuels enseignants dans l'éducation nationale. Donc il y a des anesthésistes qui vous disent « Ben oui, moi je suis devenu vacataire et en fait c'est plus confortable parce que j'étais dans l'enfer de l'hôpital public, j'en suis sorti. » Comment on sort de ça ? Non, mais l'hôpital public, plus personne ne veut y travailler. C'est une réalité, c'est-à-dire que les médecins préfèrent travailler partout plutôt qu'à l'hôpital public. Le taux de médecins étrangers à l'hôpital public, c'est 25 à 30%. Si vous prenez les cliniques privées, c'est moins de 10%. Voilà, tout est dit. Les gens ne veulent plus y travailler. Il y a plein de raisons. Notamment une raison très simple, c'est qu'on ne sait pas quelle est la mission de l'hôpital public. L'hôpital public doit tout faire. L'hôpital public, est-ce que c'est un endroit où on fait de la top expertise ou est-ce que c'est finalement un filet de sécurité sociale ? En fait, ça fait les deux. Vrai. Donc c'est quelque chose qui ne fait que grossir et il n'a pas de mission. Il n'a pas de mission. Il faut redéfinir la mission de l'hôpital public. Pour moi, il y a deux missions possibles. Il y a effectivement ces pôles d'excellence et il y a effectivement le dernier recours. Il faut savoir que l'hôpital public, il y a 20 ans, il recrutait 25% par les urgences. Aujourd'hui, c'est plus de 55%. Donc en fait, l'hôpital public s'est dérivé d'un fournisseur de soins assez standard à le dernier recours du système de santé. Il faudrait qu'il y ait des généralistes en ville, il faudrait que, pour pouvoir éviter que effectivement tout. Ou des centres d'urgence privés, ce qui est en train de se développer, ce que c'est en train de se développer à Paris. Le problème, c'est que dès que vous commencez à avoir de l'investissement privé qui veut venir renflouer l'offre disponible, vous avez des gens qui vont lever des boucliers en disant oh là là, c'est un scandale, le mot privé en santé, mais pourquoi ? C'est-à-dire s'il y a de l'argent privé qui veut venir investir pour offrir une meilleure offre aux Français, pourquoi on le refuserait simplement par idéologie ? Donc il faut sortir de l'idéologie, être beaucoup plus rationnel quand on va maîtriser le système de santé. Merci beaucoup Martin Blachier. Je rappelle le titre de votre livre, Les 12 travaux d'Hippocrate. Il est vraiment passionnant, votre livre aux éditions du CERF. Je me posais la question, ce que je voulais vous poser, c'était qu'en 2017, le diagnostic qui avait été fait par le président Macron dans son livre Révolution, c'était déjà la justice dans l'état où elle est, on vient d'en parler, l'hôpital dans l'état où il est, l'école, on en a parlé hier, et on a l'impression que les choses... Enfin, c'est pas de sa faute, le pauvre, sans doute, mais enfin, quand même un peu. Mais on a l'impression que... Non, mais qu'on n'arrive pas, Elisabeth, vous me regardez avec des yeux inquiets. Mais non, mais on n'arrive pas à voir qu'il faut changer le logiciel, qu'on n'est plus en 45, comme on le disait tout à l'heure. Mais moi, il y a un chiffre qui m'a beaucoup frappé, justement, c'est par exemple l'argent du Ségur de la santé. C'est sous Emmanuel Macron, avec Olivier Véran, c'est des milliards. J'ai entendu que dans l'hôpital, il a été complètement absorbé
par les heures supplémentaires pour payer les infirmières nécessaires parce qu'il y a une pénurie d'infirmières, parce que comme vous le disiez, elles ne veulent plus travailler à l'hôpital. C'est vrai complètement, partiellement. En tout cas, c'est en partie vrai. Donc ça, par exemple, eh bien, effectivement, ça met à mal un financement qui, quand même, était volontariste, mais qui s'est heurté sur une réalité qu'on n'a pas su régler avant. Il ne faut pas que vous répondiez là, il faut que vous reveniez parce que là, sinon on n'aura pas le temps de faire tous nos sujets. Merci beaucoup Martien Blachier. C'est maintenant l'heure. Oui, revenez. C'est 3e à la une. Allez hop, on y va. Alors, un océan de ruines, c'est ce qui reste de la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Le 7 octobre 2023, les autorités israéliennes ont interdit la présence des journalistes étrangers dans l'enclave palestinienne. Et c'est dans des conditions très restrictives que Florence de Juvigny et Fabrice Hamzel ont pu tourner ces images que vous allez découvrir. C'est un document exclusif TF1 LCI, au cœur de Gaza. Plus de 100 000 personnes vivaient dans ce quartier de la ville de Gaza. Réduit à néant, figé, des kilomètres de poussière. Nous sommes embarqués avec l'armée israélienne. Seule façon de pouvoir entrer dans Gaza. Après les opérations militaires, opérations de communication dans cet avant-poste. Avec une arrière-pensée, nous montrer les efforts de ces soldats pour maintenir le cessez-le-feu. Ça y est, on arrive au bout du territoire contrôlé par Israël, à la ligne jaune. Elle s'étend un peu plus loin, au milieu des ruines. La ligne jaune. Depuis le cessez-le-feu, elle coupe Gaza en deux. À l'est où nous sommes, Israël contrôle le territoire. À l'ouest, en face, c'est le Hamas. Ici, pas de marqueur au sol, pas de signalisation. Et vous le voyez, il est très compliqué de discerner le tracé de cette ligne. Même pour les soldats, c'est à vue de nez. En gros, c'est là où commence la première rangée de bâtiments. Sur ces collines de sable, un calme trompeur. Ce qui est très frappant, ce sont toutes ces munitions au sol. Et puis, dans les airs, le son des drones, comme un rappel que ce cessez-le-feu reste très fragile. Chaque camp s'accuse mutuellement de violer l'accord de paix. Cachés sous ces camouflages, les militaires scrutent les ruines, guettent les tentatives d'infiltration. Quand c'est clair que c'est un terroriste du Hamas armé, c'est arrivé hier encore, on l'abat. Ça ne ressemble pas vraiment à une paix ou à un cessez-le-feu aussi. Il y a un cessez-le-feu, et quand le Hamas le viole, on s'assure que l'accord soit respecté. L'accord dit pas de Hamas de ce côté-ci de la ligne. Quand ils franchissent la ligne, on s'assure qu'il n'y ait pas de Hamas de ce côté-ci. De ce côté-ci, sous contrôle israélien, l'armée a broyé, méthodiquement, chaque bâtiment. Plus un mur à la verticale. Discours officiel, le Hamas a piégé les habitations, mais une autre explication peut-être. Vous pouvez le voir, le kibbutz de Nahal Oz est à 2 minutes en voiture, et la ville israélienne de Sderot aussi. Le message est clair, raser, pour se protéger d'une nouvelle attaque en Israël. Sur la route du retour des bulldozers, les destructions se poursuivent. Incroyables images, Guillaume. Oui, incroyables images. J'ai vu Elisabeth et Antoine et vous-même, Anaïs, happés par ces images de complète destruction. Il faut imaginer que l'équivalent de 60 à 70 000 tonnes de bombes israéliennes sont abattues sur cette bande de Gaza. Effectivement, ça donne ces images de désolation. Donc il faudra effectivement que le Hamas dépose les armes et rende le pouvoir. Ça sera difficile, on en reparlera parce que c'est un long processus. Mais juste d'un mot, puisque je vous ai vu complètement happé par ces images, le processus de reconstruction, il prendra des milliards et des milliards et des années, mais avant ça, il faudra déminer. Je vous donne simplement un exemple. Quand on est à la gare du Nord et qu'on trouve une bombe de la Seconde Guerre mondiale, on paralyse le trafic pendant une après-midi entière. Imaginez ce qui va se passer à Gaza et l'ampleur de la tâche. Voilà. Petite nouvelle de Donald Trump par rapport à ça, rapidement. Donald Trump, il annonce une force d'interposition, de stabilisation qui devrait, à un moment donné, arriver en janvier dans la bande de Gaza. Il faudra que le Hamas dépose les armes et rende le pouvoir. La grande question qui se pose, c'est, parce qu'elle va avoir lieu, c'est celle de la confrontation
On sait bien que le Hamas ne va pas déposer ses armes comme ça. Qu'est-ce que fera cette force d'interposition ? Elle prendra la poudre d'escampette ou alors au contraire, elle aura une réaction très très forte. Si elle a une réaction très très forte, l'organisation terroriste déposera les armes. Sinon, ce sera le chaos et la Somalie. C'est gai. Bon, allez, c'est l'heure du carton, puisqu'on y est. Vive tension hier soir lors d'une représentation à la Philharmonie de Paris. Le concert du chef d'orchestre israélien Lahav Shani a été perturbé par des activistes munis de fumigènes. Voyez ce sujet de Julien Hélion. Des fumigènes allumés en plein concert dans les tribunes de la Philharmonie de Paris. Hier soir, des fauteurs de troubles interrompent à plusieurs reprises la prestation de l'orchestre israélien. Dans la salle, la tension monte. Ils sont finalement expulsés. Le concert reprend, mais l'établissement condamne fermement ces incidents. Rien ne peut justifier de telles actions. Quelles que soient les opinions de chacun, il est tout à fait inadmissible de menacer la sécurité du public, des personnels et des artistes. Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, qui a assisté au concert, apporte son soutien aux musiciens. Ce concert, malheureusement, a fait l'objet d'interruptions par des agitateurs qui se sont infiltrés dans la salle, des agitateurs qui ont à 3 reprises interrompu le concert, notamment en brandissant des fumigènes. Vous savez, des fumigènes comme on en voit parfois dans les stades de foot. Eh bien, c'était cette fois-ci dans une salle de concert. C'est tout à fait inacceptable, extrêmement d'abord dangereux. Ces derniers jours, ce concert a créé la polémique. Des activistes dénonçaient les actions des dirigeants israéliens. Sa tenue avait pourtant été défendue par la ministre de la Culture. La Philharmonie de Paris a annoncé porter plainte. 4 personnes ont été placées en garde à vue pour groupement en vue de commettre des violences et dégradations et pour organisation d'une manifestation illicite. Alors, réaction ce matin du ministre de l'Intérieur via un tweet. Évidemment, je condamne fermement les agissements commis hier soir lors d'un concert de la Philharmonie de Paris. Rien ne peut les justifier. 4 personnes sont en garde à vue. Manon Aubry, elle est toujours là où on l'attend. France Insoumise, on l'écoute. Non, je ne le condamne pas. Et je vous dis aujourd'hui, le meilleur moyen que ce type d'incident ne se reproduise pas, c'est que le gouvernement israélien arrête de massacrer tout un peuple. Actuellement. Antoine. C'est bien parce qu'on voit Manon Aubry faire ce que soi-disant Jean-Luc Mélenchon ne voulait pas faire, à savoir, je crois, tirer un trait d'égalité entre le citoyen israélien moyen, normal, et le soldat de Tsahal. Mettre un signe égal entre la société israélienne, le peuple juif et l'action de Benyamin Netanyahou. Que fait-elle ? Elle lie un chef d'orchestre, en l'occurrence cet orchestre qui était venu à Paris simplement au nom de la liberté artistique, et l'action menée par Benyamin Netanyahou à Gaza. Je trouve ça, et le respect du cessez-le-feu dont parlait plutôt Guillaume, je trouve ça proprement scandaleux en fait. L'essentialisation auquel on se livre avec la société israélienne ne serait admise pour aucun autre peuple. Enfin, je veux dire, ça n'existerait pas. Est-ce qu'on aurait idée d'interdire de droit de cité à un orchestre, puisqu'il y a une grande tradition russe de musique classique, à un orchestre russe, à un chef d'orchestre russe, de venir tenir la baguette en France ? Franchement, je suis effaré de la teneur de ce débat. Pour rebondir simplement, qui est Lahav Shani, chef d'orchestre, 36 ans, extrêmement brillant, c'est un pianiste. Ça a été le disciple, on en a parlé ensemble tout à l'heure en antenne, de Daniel Barenboim. Daniel Barenboim, immensissime maestro, il a joué partout sur la planète et en particulier où ça ? À Ramallah, en Cisjordanie, en 2005. Qu'est-ce qu'elle en sait, notre charmante députée européenne, en fait, de ce travail qui est fait pour le rapprochement culturel des Palestiniens et des Israéliens ? Rien, puisqu'elle ne vient pas condamner quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence qu'a rappelé à l'instant Antoine. Alors oui, moi je suis plutôt dans le camp des gens qui pensent que la musique adoucit les mœurs, mais malheureusement cet incident hier, il vient nous rappeler qu'il y a un poison qui ronge peu à peu une partie de la... 1570 actes antisémites recensés en France en 2024. Un poison antisioniste, mais qui est une forme d'antisémitisme déguisé, qui ronge une partie de cette société française et qui va jusqu'à ne plus distinguer ce qu'est un artiste d'un soldat et de ce que peut proposer la culture à un moment donné qui sauve des vies que de la guerre ou qui à un moment donné... voilà, c'est ça qui est dommage. Parce que regardez ce qui arrive, le sort qui est réservé à la sociologue Eva Illouz. Magnifique sociologue, formidable, auteur de livres sur l'amour, sur les sentiments humains. Eva Illouz, extrêmement critique
de l'action de Benjamin Netanyahou et du gouvernement israélien d'extrême droite. Et ça lui a d'ailleurs valu de ne pas avoir le droit de se voir décerner dans son propre pays, Israël, un prix qui lui avait été remis. Eh ben, Eva Illouz, elle n'a pas de droit de citer dans une université aux Pays-Bas, je crois que c'est à Rotterdam, parce qu'on considère que le fait qu'elle ait été simplement liée à une université hébraïque en Israël est déjà un crime de lèse-majesté qui ne permet pas à cet universitaire de pouvoir bénéficier, comme tous ses confrères et consoeurs, de la liberté académique minimale. Alors, souvenez-vous que le philosophe Raphaël Enthoven avait qualifié le mouvement LFI, là, si je reviens à nos moutons, Antoine, ce mouvement de détestable, violent, complotiste et passionnément antisémite. Il avait été mis en procès et il a été relaxé hier grâce à l'avocat Richard Malka, notamment, du délit d'injure antisémite. Parfois, il y a de l'espoir, Elisabeth. Oui, bien, ça, on est heureux que de cette conclusion judiciaire, mais pour purger la comparaison avec les Russes, parce que vous vous rappelez au début, après l'agression d'Ukraine, il y a eu des tentatives, où il y a eu des débuts de boycott de la vie artistique russe, bien sûr, en France. Oui. Mais donc certains disent, mais il y a 2 poids 2 mesures, là, personne ne s'émouvait, même s'il y avait un débat sur le principe même. Eh bien, mais ça n'a rien à voir. Il faut le rappeler que la Russie avait agressé unilatéralement et bafoué la souveraineté ukrainienne. Israël a été attaqué le 7 octobre. Oui. C'est le contraire. Et donc après, il y a eu cette réaction. Mais au départ, Israël est attaqué. Mais ceux qui perturbent la philharmonie d'Israël, pour eux, ça n'a aucune importance, parce que ce qui est important, c'est d'attaquer Israël même. Et c'est l'existence même d'Israël qui est interrogée à travers ces manifestations. Exactement. Donc, encore une fois, cette comparaison, elle n'est pas valable, elle ne justifie rien. Merci beaucoup, Elisabeth. Une petite pause, et puis après, figurez-vous qu'on va parler du capitaine Dreyfus. Plus si capitaine. Allez, on se retrouve dans un instant sur LCI. À tout de suite. La phrase qui fait du bruit. C'est un acte de réparation salutaire ce jeudi 6 novembre. Donc hier, le Parlement a entériné la proposition de loi de Gabriel Attal qui élève à titre posthume le capitaine, donc Alfred Dreyfus, au grade de général de brigade, les amis. Ça fait quand même 130 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire, Antoine ? D'abord, l'affaire Dreyfus ravive, même si c'est très ancien, vous le rappeliez, un souvenir douloureux dans l'institution militaire. C'est le capitaine Dreyfus, dégradé, un miroir, absolument. Haute trahison, absolument. 50 bagnes sur l'île du Diable, absolument. En Guyane. Il avait fini par être réhabilité en 1906, réintégré dans l'armée grâce au soutien indéfectible de Zola, Clémenceau, Jaurès. Il y a pire comme Trinité. Continuez, pardon, Antoine. Non, mais c'est effectivement, il y a eu un mouvement qui s'est amorcé en 1998, notamment sous Lionel Jospin, quelque part de rétablissement de la mémoire du capitaine Dreyfus, avec notamment une plaque qui avait été apposée à l'école militaire. C'était un symbole déjà fort. Et ensuite a émergé l'idée d'aller plus loin avec Florence Parly, notamment, lorsque Florence Parly était ministre des Armées avant Sébastien Lecornu, en l'élevant 2 grades. Et donc, on arrive à cela. Je crois que c'est important parce que même si c'est une histoire ancienne, ça dit quelque chose de la capacité de la République à reconnaître ses erreurs, y compris, encore une fois, en n'ayant aucune forme de mémoire honteuse à cet égard, simplement en regardant l'histoire en face. Voilà. C'est une très grande histoire, pour tous les points qu'a rappelé Antoine. Moi, ce que ça raconte, à mes yeux, il faut quand même imaginer que la naissance des intellectuels, elle naît avec l'affaire Dreyfus en 1895, son procès d'ailleurs. Théodore Herzl est journaliste à l'époque, celui qui fonde à un moment donné le projet qui verra la naissance de l'État d'Israël. Il est journaliste et il commande ce procès en 1895. Et là, vous avez en fait 2 camps qui s'opposent. Ah oui. D'un côté, les anti-Dreyfusards, donc les Barrès, les Maurras, etc. Et puis de l'autre, la naissance des intellectuels. Zola,
J'accuse. Il publie chez qui ? Chez Clémenceau, qui est à l'époque le patron de l'Aurore. Donc d'un canard avant de devenir l'homme Clémenceau politique qu'il est. Les Jaurès, les Blum, ça naît de là. Et c'est aussi l'histoire d'un affrontement de deux France à un moment donné, mais qui donne in fine, parce que la France, 130 ans plus tard, comme vous le rappeliez, elle est capable d'élever au rang de général de brigade le capitaine, ex-capitaine Dreyfus. Ça raconte aussi la sédimentation, la construction du patrimoine dont on est les héritiers aujourd'hui, ici sur LCI et entre nous. Mais c'est ça la France, c'est qu'à un moment donné, elle grandit de ces affrontements autour d'une affaire qui est un pur et strict antisémitisme, mais qui donne naissance à une deuxième fois aux Lumières, si je puis dire. Moi, c'est ça qui me marque dans cette... Qui ressurgit avec d'autres moustaches, Elisabeth, si j'ose dire. Les moustaches de 2025. Mais je crois que le capitaine Dreyfus s'était battu de son vivant pour être reconnu dans ses fonctions et que ça lui avait été refusé. Donc, pour la famille qui se souvient de cela, et c'est pour ça qu'il avait démissionné de l'armée, c'est une immense fierté, une immense réparation. Et puis, l'affaire Dreyfus, puisque vous parlez de l'histoire, c'est parce qu'il y a eu l'affaire Dreyfus, parce qu'il y a eu cette mobilisation de l'opinion et des intellectuels, que beaucoup de familles juives sont venues en France. Exactement. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé au moment de la panthéonisation de Badinter. On venait en France parce qu'il y avait eu cette affaire Dreyfus et parce qu'on se sentait protégé. Bon, il y a eu ensuite Vichy, évidemment, et aujourd'hui, sans mettre de signe égal, il y a effectivement une vague d'antisémitisme important. Donc c'est une forme de réconfort quand même quant à ce qui a été la République française à un moment. On parle de sa panthéonisation d'ailleurs. De Dreyfus. De Dreyfus, oui. Ce sera peut-être l'étape d'après. Moi, ce que je souhaiterais, en tout cas en l'état, c'est que le travail de mémoire fait sur Dreyfus, sur cette sombre histoire, soit accentué à l'école, dans les cours d'histoire, mais aussi d'éducation civique. Je pense notamment à ce dessin de Carandache qui nous était enseigné à l'école, vous savez, avec ce dîner de famille. Ah, mais voilà, c'est là, c'est Carandache, c'est pas Daumier. Fin du 19e siècle, avec un dîner de famille tout à fait tranquille en apparence. Les gens sont endimanchés, ils sont à table. Surtout, n'en parlons pas. Nul besoin de préciser qu'il s'agit de l'affaire Dreyfus. Et puis on les retrouve un instant plus tard, en train de s'étrangler, de se déchirer les vêtements, de s'empoigner autour de la table, et là, ils en ont parlé. Mais c'est marrant parce que ce genre de scènes que vous notez, ce sont des scènes qu'on retrouve dans la recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui était Dreyfusard, qui était donc pro-Dreyfus et qui raconte ça dans les dîners extra-mondains qu'il décrit avec une plume extraordinaire. C'est fou, ouais. Non, il y a du niveau. Non, mais c'est beau. Non, mais ça raconte la France. Mais je l'ai en tête, ce dessin. J'aurais aimé qu'on le retrouve, mais bon, bref. Il y a une telle polarisation dans la vie politique française en 2025 que je me suis dit que ce dessin, on pouvait le refaire sur désormais tout un tas de thèmes, et notamment l'antisémitisme encore. Mais là où je suis pas tout à fait, je divergerai une petite seconde, c'est que on dit beaucoup que les Français sont un peuple très politique, ils adorent la politique, et donc il y a toujours effectivement des empoignades au dîner, au déjeuner. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement, on s'arrête au premier dessin. C'est que on n'en parle pas. On n'en parle pas. Oui, c'est vrai. Comme vous dites, la polarisation, le clivage, une forme d'hostilité, de tension est telle que les parents n'osent pas parler à leurs enfants de ce qui se passe dans la rue, de l'antisémitisme, des prises de position de l'extrême gauche, et d'autres, et dans les entreprises, on n'ose plus non plus demander pour qui tu votes, pourquoi, parce qu'il y a une fracturation et une tension. Ou alors, vous avez raison, Elisabeth. Le dessin peut-être aujourd'hui, s'il devait y avoir un dessin, ce serait sur nos conversations numériques. Les boucles WhatsApp notamment. Vous savez, il y a eu un certain nombre de témoignages après le 7 octobre, après l'attaque terroriste du Hamas en Israël, un certain nombre de boucles WhatsApp, je pense notamment de personnel soignant, où il y avait dans une même boucle WhatsApp des gens de confession juive, des gens de confession musulmane, des gens qui avaient diverses opinions sur ce qui se passait à Gaza, naturellement, qui parlaient de génocide, ne parlaient pas de génocide, considéraient que parler de génocide était déjà une forme d'antisémitisme. Cette diversité d'opinions-là, eh bien là, vous aviez effectivement la dichotomie entre ils n'en parlent pas, surtout, ils en ont parlé. Et je peux vous assurer que quand ils en ont parlé, c'est vrai, ces boucles WhatsApp se sont enflammées. Allez, c'est maintenant la séquence « Il y a de l'espoir ».
Sur les pentes du mont Ventoux, les sapins meurent debout sous l'effet du réchauffement. L'Office national des forêts mène un chantier titanesque, les amis. 85 000 euros, 3 800 arbres replantés. Quand même, ça fait du bien de voir ça. Parfois héliportés dans des zones inaccessibles depuis un siècle. Les cèdres de l'Atlas, des pins Salzmann. C'est une autre forêt qui naît sous nos yeux. La forêt du futur, plus résistante. C'est incroyable ce que ça dit de nous, ces nouveaux paysages en fait, hein, parce que les sapins meurent, hein, Guillaume. Ouais, mais j'ai même envie de vous dire, pardonnez-moi de faire un peu d'histoire encore une fois, mais que ça remonte à une tradition ancestrale qui date du XIVe siècle, c'est-à-dire que la gestion du domaine forestier français, ça remonte au XIVe siècle et ça a été un peu plus tard. Poussé plus avant par Colbert et Louis XIV, donc quelques siècles plus tard. Donc ce qui est beau au-delà de ces magnifiques images et cette entreprise de reforestation avec d'autres espèces, hein, parce que tout change, certaines s'adaptent en plus en fonction du climat, etc., etc. Mais encore une fois, ça répond à un savoir-faire et à beaucoup finalement d'espoir, puisque c'est le titre de cette rubrique. L'espoir, c'est qu'on est capable de plonger dans notre patrimoine, d'en puiser les ressources les plus profondes et de donner ces belles images qu'on commente ensemble avec beaucoup d'admiration. Merci en tout cas c'est vrai que c'est le principe même de la rubrique, vous me direz. Ça fait du bien, cette résilience, cette capacité, en effet. On n'est pas forcément fichu, tout de suite. Non. Alors, j'ai vu un autre truc qui m'a beaucoup amusé. J'aimerais bien voir un sujet dessus. Dans le Valais suisse, ils constatent qu'il y a plus, ils ont des vignes et qu'elles sont toutes en train de crever parce que il y a trop de soleil. Donc, ils sont en train de planter des oliviers. Ouais, ah oui, des oliviers. Et il disait c'est génial. La personne en question, le cultivateur qui plante les oliviers, disait le regard éberlué de tous ses collègues vignerons qui le voient se lancer dans la plantation d'oliviers, mais ça a fait son chemin et cette année il dit certains m'appellent pour prendre conseil, j'ai eu une dizaine d'appels, comment tu t'y prends? C'est-à-dire que c'est spécial. Au pied des pistes, vous allez aller voir, mais je vous jure, bientôt on fera du Boulaouane à Bordeaux et du très très bon vin en Angleterre, peut-être. Alors ça commence en Angleterre, on commence à faire même du vin en Écosse parce qu'effectivement le climat agit de telle sorte que effectivement les plantations évoluent, mais par exemple en Ardèche qui est de la moyenne montagne, on plante à la fois des vignes et des oliviers. Ouais, j'ai de l'ascendance ardéchois, cœur fidèle, en effet, c'est une très très belle référence. Non, mais on plante à la fois des oliviers et des vignes, parce qu'on est en moyenne montagne, donc vous voyez que tout fait sens. Ouais. Donc c'est sur ces belles images de montagne qu'on va se quitter. On se retrouve lundi à 9h en toute liberté. Dans un instant, c'est Cartes sur table avec Doucan. Merci à tous les trois d'être passés ce matin dans l'émission. Vous passez un excellent week-end sur LCI.